et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la question sahraoui. Il y a eu beaucoup de rebondissements depuis le 13 novembre dernier dans les territoires sahraouis, notamment lors du lancement d'une opération militaire dans la zone tampon de Guerguerat, suivie de l'annonce fracassante de l'ex-président américain Donald Trump, reconnaissant la prétendue souveraineté du Maroc sur les territoires sahraouis occidentaux. Parmi les stratégies adoptées par le régime marocain, le lobbying et la désinformation. Selon l'affirmation de nombreux experts, il y aurait l'existence d'un dispositif complet chargé de planifier et de mettre en œuvre des opérations d'intervention dans le cadre de la guerre d'information, un subterfuge pour détourner l'attention du peuple marocain. Entre-temps, les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent, ciblant les positions et les retranchements des forces d'occupation marocaines qui ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur marocain de la honte. Monsieur le Fahti Kamel, bonsoir. Nous vous accueillons ce soir dans cette émission spéciale. Vous êtes un opposant marocain qui avait toujours milité pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Pouvez-vous nous donner, avant d'entamer ou d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui les conditions de vie du peuple sahraoui? Le royaume chérifien bafoue toutes les règles des droits de l'homme, en l'occurrence vie précaire, vie d'exil, sous l'œil complice de la communauté internationale. Comment l'expliquez-vous aujourd'hui? Bonsoir, bonjour chez nous. Donc, merci mademoiselle Feriel pour cette invitation. Donc, pour le peuple sahraoui, on a toujours été, comme on en a parlé juste quelques minutes, j'appartiens à une école ancienne qui a toujours cru en le droit d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Donc, c'est rien de nouveau pour moi. J'ai toujours soutenu ce peuple. J'ai toujours cru que le peuple sahraoui, c'est lui qui a commencé la lutte contre la colonisation espagnole. C'était pas le régime marocain. Le régime marocain, c'est un agent de la colonisation, soit que ce soit française ou que ce soit espagnole. Avant de répondre à la question, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement de décolonisation s'était reconnu partout. Donc, partout on parlait de la décolonisation du Maroc, la décolonisation de l'Algérie, la décolonisation de la Tunisie. La seule qui passait inconnue, et on n'en parlait pas plus. On ne parlait jamais, c'était la décolonisation du Sahara occidental, ou comme on l'appelle ici, Western Sahara, parce qu'il y avait la lutte des peuples sahraouis contre la colonisation espagnole. Donc c'était on parle depuis plus que la moitié d'un siècle, on n'en parle pas. Donc le peuple sahraoui, il a souffert de cette oppression, cette oppression et aussi marginalisation. C'est comme si on veut que le peuple sahraoui disparaisse, que soit remplacé par un autre peuple. Et c'est justement ce qu'a fait le régime de Hassan II. Il a fait une migration terrible des gens du nord, des gens de la marche verte, du Maroc central, et il les a appelés sahraouis. C'est eux qui crient la Hash el-Malik, comme on dit, vive le roi, et c'est tout. Mais pour le peuple sahraoui, la lutte moi je parle d'autodétermination, mais je sais que pour le peuple sahraoui c'est la décolonisation. Donc pour eux c'est une colonisation, ce n'est plus juste un simple mouvement pour autodétermination, c'est un mouvement de décolonisation. Ils ont décidé même de combattre. Ils ont les armes. C'est la dernière solution qu'il leur reste aujourd'hui pour s'affirmer. Oui, justement, parce qu'ils avaient le dos contre le mur, comme on dit, ils n'avaient plus d'autres solutions. Mais comme vous avez présenté pour l'affaire du Trump, d'ailleurs, le Twitter, le message qui était sur Twitter, ce n'est rien de nouveau. En 2016. En 2016, ils ont dit la même chose. Ils ont dit que le Maroc reste souverain, ils ont reconnu la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara. Justement, donc rien de nouveau, mais ils ont utilisé, parce que la monarchie
Et le régime marocain, il a usé de cette Sahara, de l'affaire du Sahara, parce que ça lui marche. Quand il décide, il commence à. Est-ce Quand il qu'il joue un décide, peu sa survie, le royaume marocain, avec cette carte du Sahara occidental? Je l'ai dit juste avant dans l'introduction qu'il y a une guerre de désinformation. C'est un peu pour berner, entre parenthèses, le peuple marocain. Est-ce que finalement, il joue sa survie? C'est la survie de la monarchie à travers le Sahara occidental. Il ne peut plus faire marche arrière. bien sûr, parce que le régime, surtout, on parle depuis ce qu'on appelle le printemps arabe, le régime marocain sous la souveraineté de Moïse, il a perdu toute légitimité parce que cette face qu'il a, bien ce masque qu'il a choisi, les anciens détenus, les politiques, la réconciliation avec la gauche, la réconciliation avec les islamistes, et c'est tout. Il a essayé de donner cette image une nouvelle ère. Donc, mais depuis 2005 et 2006, il n'y avait que des scandales de blanchissement d'argent, des scandales de marché noir, de fausse poche. La drogue, c'est attaché au nom de la dynastie Alaoui depuis X temps. Donc, ils sont tous des drogues dealers. C'est comme ça qu'ils financent leur guerre contre les autres. Mais il n'a plus de légitimité avec que ça soit sa personnalité. Moi, je m'en fous des personnes, je parle plutôt mais sa personnalité, que ce soit sa gouvernance, il n'a plus de légitimité. Et je crois que depuis le Hirak de Rif, puis Jrada, puis les scandales avec la détention des journalistes, ces trucs comme ça qu'ils ont fait, maintenant qu'ils sont en train de faire, d'enregistrer des gens pendant des moments intimes dans des hôtels, puis les utiliser contre les journalistes, puis c'est racketeering. Il y a une véritable je ne me traque. rappelle plus. Oui. Ouais, justement, comme ça, c'est la détorsion, je crois que c'est le mot français. Oui. Alors donc, justement, il n'a plus de légitimité. selon plusieurs rapports, on Oui. parle de cette difficulté d'entrer dans les territoires sahraouis. Tout est très surveillé. On interdit aux organisations humanitaires d'y accéder, aux journalistes impartiaux également d'en parler. Il y a comme un blocus qui est fait autour de la question du Sahara occidental. Et c'est comme ça qu'il vend un peu l'image qu'il veut au peuple marocain. Oui, justement, je le dis que justement après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un nouveau monde, c'était un nouveau système dans le monde. Donc, ils ont supporté les gens qui sont qui travaillent dans le même sens que l'agenda des gens des pays colonialistes, des trucs là, les impérialistes. Je vais pas essayer d'être trop idéologique, mais c'est depuis là, ils ont décidé que le Maroc sera l'agent, que ça soit. D'ailleurs, on parle du Sahara, mais tout le Maroc, il est colonisé par ces gens-là, pour moi, pour les gens qui comprennent ce que veut dire patriotisme, ce qui veut dire nationalisme, ce qui veut dire indépendance, on sait qu'on est maintenant, on a signé un pacte avec les Français à Aix-les-Bains, on a signé un contrat qui dit que le Maroc sera géré par la famille alaouite et ses amis pour la France et pour l'Espagne. Pour l'Espagne, c'était fait, maintenant c'est dévoilé, c'était fait en 1975 ou 76 ici aux États-Unis, avec la présence du prince Philippe, qui était prince, avec des représentants du gouvernement de Mauritanie. Et c'est comme un gâteau, tu gères cette part et tu gères ça, et tu gères. Et j'ai le document, il parle d'administration. Il parle que oui, après 1975, avec cette drôle d'acte de la marche verte, Monsieur Mao Tse-tung, Hassan Tani. Donc mais ça se répète toujours et tout. 2010, je crois que c'était Gdem Maizik, le nom du campement Oui. qui était à l'extérieur, à l'extérieur de l'Ayoun, je crois. C'était, ouais.
Les gens se sont fait arrêter et maintenant ils sont en prison pour vie. Alors parlez-nous justement de ça. Vous qui avez toujours milité pour l'autodétermination du peuple sahraoui, vous avez également été oppressé par le régime marocain. Aujourd'hui, on peut payer cher ces positions pour le Sahara occidental? Mais bien sûr, justement, on a vécu depuis décembre, je crois que le parti de Neige démocratique, qui est un parti de gauche, qui n'est pas inclus dans le jeu des élections et trucs là. Ils ont dit qu'ils sont toujours avec l'autodétermination. Ils ont été attaqués par le média, par les partis, par les personnes, je crois qu'à ce moment-là, il est impossible qu'il y ait une opposition au Maroc. Impossible. D'ailleurs, vous avez été opprimé pour vos idées. Vous avez senti une pression lorsque vous étiez au Maroc et que vous défendiez le droit du peuple à l'autodétermination. Comment est-ce que bien sûr. Même. Quand j'étais étudiant à l'université, j'étais avec avec Talaba Qaïdine, les basistes. Donc, les basistes, on était des marxistes, léninistes et tout. On a été persécutés, on a été détenus, j'ai fait de la prison pour mes idées, donc je connais la nature, je connais la structure de ce régime. Le régime, il est structurellement il y a de la corruption. Il y a de l'oppression, il y a du crime, il y a des scandales. Donc, c'est un régime qui a été implanté dans la région pour retenir la région, pour que cette région ne se développe pas, pour que cette région soit toujours une source. Dans quelles conditions vivent finalement le peuple sahraoui aujourd'hui? Parce qu'on veut faire croire qu'ils vivent dans des conditions humaines et finalement tous leurs droits sont opprimés aujourd'hui. Mais ce qu'on n'arrive pas à voir sur les médias parce qu'il y a ce lobby marocain qui est très fort derrière. Maintenant, on vit dans un monde qui est petit avec cette technologie et tout. Oui. On a vu des vidéos de femmes. C'était des scènes sauvages, des hommes qui battent des femmes, je ne peux même pas en parler parce que dans la précarité, l'exil. C'était tellement violent, c'était tellement barbarien ces actions-là. Donc c'est ce que j'ai dit. Ils ont fait une migration de gens d'ailleurs. Leur ont donné du travail, du boulot dans le Sahara pour faire l'acte, pour faire cet acte, ce cinéma, que ce sont des Sahraouis qui sont pour la monarchie, pour le régime marocain. Mais les vrais Sahraouis, ils sont opprimés, ils ont été... c'est de l'apartheid. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé au sud d'Afrique ou ce qui s'est passé, ou bien de ce qui se passe en Israël maintenant, dans les territoires occupés. Donc, c'est la même chose. Le peuple sahraoui, il a été forcé à combattre. Je suis sûr que le peuple sahraoui aurait été pour une solution paisible, un voisinage paisible, un pays frère, un peuple frère. Et je suis sûr que c'est la même chose avec l'Algérie. Le problème ici, c'est le régime marocain. Le problème ici, ce ne sont pas les peuples. Il ferme la porte à toute négociation. Et le peuple marocain aussi, il a souffert de cette oppression, oui. Il a souffert de cette marginalisation, l'analphabétisme, l'empauvrement, c'est tout systématique pour construire un peuple qui ne peut pas dire non. Mais je sais que si le peuple marocain, si on donne au peuple marocain la chance de refuser ce régime et de refuser toutes les décisions de ce régime, je suis sûr que au moins 80%, 85% du peuple marocain seront avec l'autodétermination parce finalement, ils vont comprendre ce que l'autodétermination veut dire. Parce que si on n'a jamais vécu dans la liberté, on ne comprend pas ce que la liberté est. Donc c'est un chimère, c'est juste un mot qu'on ne comprend pas, c'est l'utopisme. Les Marocains ont souffert de cette oppression. Donc, c'est un message pour le peuple sahraoui.
Alors, le Les représentant, Marocains ne sont pas des ennemis du peuple sahraoui. oui, Les pauvres qui s'enregistrent dans l'armée, ils engagent dans une armée qui est appelée la Force armée royale. C'est une armée du roi. Ce n'est pas l'armée du du peuple Maroc, c'est sahraoui. l'armée du roi. Donc, et parce que les gens dans l'Atlas, dans les montagnes d'Atlas, dans les zones rurales, ils n'ont pas d'école, ils n'ont presque rien. Donc, euh, après le primaire, c'est rien. Donc, c'est quoi l'autre issue? C'est de s'engager dans l'armée. Et donc, ce ne sont pas des ennemis du peuple sahraoui. Ils sont forcés. Ils sont pris au piège. Ils n'ont pas un autre choix. Ils n'ont pas un Oui, autre choix. Donc, pour le peuple marocain, je parle des sages, des gens oui. sages, le peuple sahraoui est un peuple frère. Et bien sûr, pour tout frère, pour toutes sœurs et frères, on, on veut qu'on les voit vivre une bonne vie. Donc, autodétermination, c'est leur chance de se faire une vie à eux. Et pas la Très vie que bien, le régime marocain veut pour eux. à Donc, travers c'est un eux. message. Monsieur Et merci Farsi, pour. la communauté internationale aujourd'hui, on l'a vu, est complice. Elle n'agit pas par souci moral, mais privilégie les intérêts stratégiques ou les rapports économiques. Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Sidi Mohamed Ammar, a déclaré récemment que la cause sahraoui avait pris un nouveau tournant depuis le 13 novembre en poursuivant la lutte armée, ajoutant que l'adhésion à toute opération de négociation était tributaire des développements sur le terrain et du sérieux du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale de l'ONU. Est-ce que eux aussi n'ont pas finalement joué leur rôle? Le Conseil de sécurité de l'ONU, souvent bloqué par la France ou par les États-Unis, on l'a vu maintenant plus directement, et le secrétaire général de l'ONU aussi, qui ne dénonce pas fermement les agissements du Royaume marocain. Ça va revenir à ce que j'ai dit au début parce que moi, je suis convaincu que c'est la raison. Parce que après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, plein de politiques internationales ont été décidées et ont été tracées pour un long futur. On le vit toujours. Sur les intérêts économiques. Rien n'a changé sauf la chute du camp Est des communistes, bien socialistes, c'est-à-dire l'Union soviétique, et puis la Chine n'est plus socialiste. Donc, c'est le changement unique. Mais pour l'OTAN, qui a décidé le destin de cette région parce que c'était l'OTAN qui a décidé, c'était les alliés, c'était les États-Unis et ses alliés qui ont décidé le futur du nord d'Afrique, inclus bien sûr le Sahara occidental est inclus. Ils ne veulent pas régler l'affaire du Sahara occidental parce que ça ne leur Ça ne va pas leur profiter ce n'est finalement. pas Là, consistant. Ce n'est pas consistant avec leur propre agenda. oui. Donc Alors, ils veulent que ce problème soit éternel. Et aussi parce qu'ils utilisent ça pour vendre des armes, oui, c'est un intérêt économique. Alors, l'annonce justement. de Donald Trump a été dénoncée par beaucoup de personnalités politiques au sein même de son équipe. Pour vous, Trump n'a fait que ressortir qu'un vieux dossier, hein, vous le dites dans vos vidéos, et qu'il a utilisé pour gagner plus de sympathie alors qu'il perdait son élection présidentielle. C'était toujours un intérêt. Une motion a été adressée au nouveau président américain Joe Biden par 45 académiciens et juristes, l'exhortant à annuler la décision de son prédécesseur sur le Sahara occidental en affirmant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. On sait que la politique américaine ne change pas pour autant quand il y a changement de président, mais est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un nouveau tournant et que Joe Biden pourrait revoir un peu la décision de Donald Trump, ou est-ce qu'il n'y a pas d'espoir à se faire de ce côté-là? Non, non, moi, je suis optimiste de ce côté-là parce que Joe Biden, il est en train d'éliminer presque toutes les décisions que Donald Trump a fait parce que Donald Trump, c'est un totalitarien. S'il était né
chez nous, par exemple. Ça, Oui, il aurait été un roi dictateur totalitarien comme oui, les Alaouis. Donc, moi, je le connais. Moi, j'ai vécu à New York City. Je l'ai vu parfois dans les rues. Je l'ai vu à côté de ces immeubles. Il a cette terre de dictateur. Donc, la manière avec laquelle il marche. Donc, ses décisions, c'était dans la plupart de temps, ces décisions, c'était monolatérales. C'était lui. oui. Il ne consultait avec personne. Et les gens qui lui disent non, vous le connaissez, il a acté, Oui. you are fired. Donc, c'est sa personnalité. Mhm. Donc, pour même parce que l'ancien président de la majorité, qui était républicaine, il a dénoncé ce même jour-là, il a considéré, il a utilisé un shocking chairman calls Trump's GOP chairman calls Trump's Western Sahara deal shocking and deeply disappointing. Oui. C'est un ton Déclaration qui est choquante. clair et net que justement, il a utilisé un ton qui est clair et net, qu'il refuse totalement il était le président de la commission qui s'intéresse des intérêts de l'armée américaine à l'extérieur et des relations avec les pays étrangers. Donc, il faut passer à travers le Congrès pour faire des décisions pareilles. Moi, je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit en arabe ou l'abdarija et je le répète sur mes vidéos, mais je le répète aujourd'hui en français, que Trump savait qu'il avait perdu. Il n'a pas accepté la perte. Donc, il était, comme on dit, comme le noyé. Il peut s'accrocher à n'importe quoi. Donc, il a cru que pour un geste comme ça, pour séduire l'Israël, c'était comme séduire un lobby qui a un grand pouvoir, surtout sur les médias aux États-Unis. Donc, ils vont le supporter, mais il n'a pas bien calculé ce pas parce que d'un côté, il a les fascistes et les néo-nazis le supporter, et de l'autre côté, tu veux le lobby sioniste pour te supporter. Ce sont comme si on ne mixe pas, on ne mélange pas l'eau et l'huile. Donc, c'était un geste désespéré. Et bien sûr, ils ont un agent dans la région qui n'a plus de légitimité, créer cette peur et cette crainte de guerre. Il a cru que Mohamed VI, ça va lui donner une légitimité parce qu'on sait bien que dans les sciences politiques, la légitimité, ça ne vient plus de religion, ça ne vient plus de l'histoire ancienne parce que 14 siècles, j'habitais là-bas, c'est ma terre, non, ça ne va plus. Mais pour le temps de guerre, les régimes, ils ont une certaine légitimité parce que ce sont des conditions extraordinaires. Mais les calculations de Trump se sont trompées et je suis sûr et certain, surtout avec les personnages que Joe Biden a choisis, comme Blinken. Blinken, il a été dans les négociations comme député en Il fait 2016. partie de la liste des signataires, hein, des 45 personnalités. Justement, ce propos, il a été refusé par les ONU, par United Nations, par l'ONU. Par l'ONU. Donc c'était un jeu ou un pari, mais c'est un pari qui est perdant. Donc, alors, on pense, vous qui êtes optimiste en tout cas, on peut croire que la question sera étudiée par le nouveau gouvernement américain. Le prochain ministre américain à la Défense, Lloyd Austin, a indiqué qu'il allait examiner de près la question du Sahara occidental. Il répondait à une question du sénateur James Inhofe. Le sénateur a relevé que les États-Unis, l'ONU et l'Union africaine ont tous soutenu le droit des Sahraouis à s'autodéterminer et accéder à l'indépendance. On suivra bien sûr l'évolution de la question plus tard. Au sujet de la situation des droits de l'homme induite par la violation constante de ces droits par le Maroc dans les villes occupées, le représentant du Front Polisario aux Nations Unies a déclaré que c'est la France qui entrave la mise en place d'un mécanisme onusien pour les surveiller. C'est ce qui lui permet un peu de garantir, de maintenir ce statu quo. On sait que la MINURSO n'a jamais été élargie aux droits de l'homme dans la région. Il y a toujours eu un veto. C'est ça qui permet aujourd'hui au Maroc de faire perdurer ce statu quo?
D'ailleurs, j'ai perdu une petite part, je ne sais Oui, pas, c'était pas à cause de une question l'Internet. de connexion. Oui, vous Mais, avez l'idée. je crois que j'ai l'idée. Je ne suis pas sûr. Mais donc, pour ce status quo au Sahara, le régime marocain, ça lui marche. Cette, parce qu'il l'utilise comme on était des gamins, on nous disait hey, Maman Roula va venir et te manger, donc c'est ce qu'il utilise. Il l'utilise pour garantir un contrat social à la manière de Thomas Hobbes, c'est-à-dire la paix contre totale soumission, et c'est ce qu'il a toujours cherché. Et ça, depuis Hassan II et son fils, ce n'est pas différent. C'est tout simplement, on ne change que de nom, mais c'est le même machiavélisme, c'est le même hobbisme. Ce bouh, cette bête noire, attention l'Algérie, attention le Sahara, alors que ce régime-là, c'est le régime le plus dangereux, je vais dire, dans toute l'Afrique, au moins dans le nord de l'Afrique. C'est un régime implanté pour servir une agenda qui veut que le nord de l'Afrique soit toujours une propriété, une réserve de ressources pour des pays pour alléger, je veux dire, pour leur crise économique, leur crise sociale. Là, que si la France elle a un problème économique, bien sûr, c'est les ressources ils sont garanties au Maroc, sont garanties en Algérie, en Tunisie, en Sénégal. C'est son rôle. Donc, moi, ce que je vois, je vois cette grande image. Pas tout simplement le Sahara. Ce régime, il agit de même manière à Tanger, comme à Casablanca, comme à Lyoun, comme à Dakhla, comme à Smara. C'est un régime qui ne connaît que la langue, le son, l'oppression, l'emprisonnement. C'est un régime terroriste. C'est pour ça que... Oui. On sait que même le terrorisme qui s'est passé dernièrement en Europe, il y a toujours un nom qui relie le régime marocain avec ses actes. Ou bien une mosquée en Belgique ou une mosquée en France qui est reliée au ministère de l'Intérieur, qui est reliée à la JET, qui travaillent pour le roi et qui ne travaillent pas pour quelqu'un d'autre. Donc ce status quo, il ne va pas changer parce que je crois que la monarchie chez nous, elle ne connaît que la langue de la force. Donc, en tant que le peuple sahraoui est fort, et en tant que le Polisario résiste et ne cède pas, parce que les négociations avec des gens comme le régime du Maroc, c'est presque impossible. Est-ce que vous pensez que c'est par là, parmi les stratégies du régime marocain, c'est de faire passer les citoyens sahraouis pour des bandits violents, terroristes et mercenaires pour le compte de puissances étrangères au détriment du royaume marocain? On veut classer un peu le peuple sahraoui comme un groupe de terroristes? Je me rappelle que c'était 1975 ou 1974 quand le Hassan II il a fait un discours pour déclarer cette marche verte. Il a appelé le peuple sahraoui des contrebandiers. Il a dit on va partir là-bas sans armes et tout, mais si ces contrebandiers décident de la violence, on va leur montrer la violence. C'était un discours. Donc, ils ont traité. C'est la même chose s'est passé avec les Rifins 1958 et 1959. Il les a appelés Aoubash, des salopards. Donc, tant que tu refuses la soumission à ce régime, tu vas être traité de contrebandier, de brigands, de terroristes, c'est la seule manière. Maintenant, ils sont en train de créer, même maintenant avec les journalistes, c'est à cause d'une l'opinion du journalisme, c'est pour les faire taire. Ils les accusent de blanchissement d'argent, ils les accusent des vidéos de contenu sexuel ou des trucs qui ne peuvent être soutenus et qui ne peuvent être soutenus
nulle part au monde dans des cours qui se respectent, parce que chez nous, il n'y a pas de loi. Chez nous, il n'y a pas de loi. La Constitution chez nous, ça vaut rien, parce que la Constitution chez nous, elle dit qu'on ne peut pas, abuser des prisonniers, on ne peut pas détenir des gens plus de 2 jours, 48 heures, on ne peut pas faire si on le de jour en jour. On a un jeune homme qui s'est fait arrêter, puis il est en prison pour, je crois, 6 mois. Il était depuis 2 mois, parce qu'il a refusé de dire Sidna. Parce qu'il a dit au caïd que le roi a dit tel et tel, il a dit il faut dire Sidna, il a dit c'est pas constitutionnel. Je lui dois pas dire Monseigneur, c'est pour l'âge des je sais. Oui. Donc là, c'est le régime marocain, c'est le régime marocain. Le problème est le régime marocain. Le problème, justement. Alors, Monsieur Farsi, pour revenir à la position de la communauté internationale, un diplomate étranger avait déclaré que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se garde bien de dénoncer les agissements néfastes des Marocains, même dans ses rapports au Conseil de sécurité, et les blocages pour empêcher Oxkoller, l'ancien envoyé spécial de l'ONU, de faire son travail. Alors, bizarrement, Antonio Guterres ne nomme toujours pas de remplaçant. Et sans ce dernier, le processus de paix est totalement bloqué, car c'est au représentant spécial de mettre en œuvre le processus menant à l'organisation du référendum. Le dernier nom qui est sorti, c'était un responsable roumain qui était proche du royaume chérifien. Est-ce qu'il y a encore là aussi une tentative de jouer toujours, de brouiller les pistes et de jouer les cartes du royaume marocain, encore une fois, au niveau du siège des Nations Unies cette fois-ci? Ouais, je crois que ce serait une erreur de le réélire? Antonio Guterres est en train de se présenter pour un nouveau mandat. Est-ce que ce serait une erreur de réélire Antonio Guterres à la tête des Nations Unies, puisqu'il n'a pas apporté finalement de nouvelles démarches, de nouvelles tentatives allant ou menant vers l'autodétermination du peuple sahraoui? Pour le peuple sahraoui, c'est peut-être une erreur, mais je ne peux pas juger l'homme parce que c'est l'ONU, ça traite tout ce qui est relié dans le monde. Et je sais que l'ONU, c'est pas parfaitement un établissement indépendant. Donc, mais c'est le régime mondial. Le régime mondial, il y a des pouvoirs, il y a des pays qui sont trop forts, qui contrôlent tout. Donc, je crois que Guterres ne peut rien faire de lui-même s'il n'a pas le feu vert des chefs, des vrais chefs. Donc, je ne peux pas dire que ça serait une erreur de le réélire pour des trucs. Il a fait pour d'autres causes, il a été bien, mais pour le peuple sahraoui, c'est une affaire plus grande que Guterres. Je le dis, c'est une affaire qui a été systématiquement planifiée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette région, il doit y avoir un territoire indéterminé pour que les régimes qui entourent ce territoire soient conscients qu'à chaque fois, on peut l'utiliser contre vous. Donc, ils nous contrôlent avec ça, et le régime marocain nous contrôle avec ça. Donc, je ne peux pas dire que ce serait une erreur, mais pour le peuple sahraoui, s'ils disent que c'est une erreur, je vais dire que oui, je comprends pourquoi. Donc, non, ils ne disent pas que c'est une erreur, mais je vous pose la question, puisque c'est conditionnel. Je dis, s'ils disent qu'ils sont contre, je pourrais comprendre, parce que justement, leur cause, elle est presque paralysée. C'est stagnant. C'est stagnant, ça va. Et le peuple sahraoui, il paye de sa liberté, il paye de sa dignité, il paye de sa. Ils sont en train de payer, parce que ce soit les gens qui sont dans les camps à Tindouf, que ce soit les gens qui sont dans les territoires occupés par le Mkhzen, c'est la même situation. La liberté, ça n'a pas de prix. La liberté, c'est un sentiment qui est hors marché.
qu'on ne sent, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Anyway. Alors, quand aujourd'hui on voit que la communauté internationale tourne un peu le dos, ou en tout cas fait la sourde oreille pour toutes les revendications du peuple sahraoui, que lui reste-t-il comme solution? La lutte armée ou se tourner vers l'Union africaine? Quelles sont les solutions qui s'offrent aujourd'hui à la cause sahraoui? Moi, je ne peux pas, je suis contre la guerre. Donc, s'il y avait une solution de paix, j'aurais dit, ah non, ils doivent négocier. Mais je connais le régime, je connais l'autre partie. Je connais que l'autre partie, ce n'est même pas la partie qui fait des négociations. L'autre partie, ce n'est qu'un agent. Pour moi, il n'y a pas de différence entre Maréchal Lyoté, le commissaire Boniface. Ce sont les mêmes. Justement, les noms, c'est Mohamed. Au lieu, on avait une chanson là qu'on chantait quand on était jeune étudiant, Monsieur Jeannot, jeune Monsieur Jani. Donc, Monsieur Jeannot est parti et Monsieur Jani, c'est Mohamed, il est venu. C'est la même chose, c'est le même acte. Mais donc, pour moi, je blâme pas le peuple sahraoui s'il a choisi de faire la guerre, parce que je crois qu'il avait le dos contre le mur, c'est-à-dire vivre sans liberté ou mourir avec dignité. Moi personnellement, je préférerais si j'étais in their shoes, si j'étais en leur position, si l'autre choix c'est de vivre sans dignité, je vais choisir de mourir, vivre sans liberté, sans dignité, de mourir défendant ma liberté et ma dignité. Et je crois que le peuple sahraoui jusqu'ici a montré une bravure impeccable, une bravure qui est exemplaire. Donc ils ont une cause, comme on dit, ils ont une cause qui est juste, alors que l'armée du roi, ils n'ont pas une cause, c'est un métier. Et on a vu que même des soldats, des soldats retraités qui ont fait une protestation devant le Parlement, ils ont arrêté. Et leur leader, il a eu 2 ans de prison parce qu'ils ont demandé meilleures conditions de retraite. Ces gens-là, ils vivent dans des bidonvilles, ils vivent dans des trucs là impossibles. Je comprends pas comment les soldats maintenant ils défendent un régime qui les traite comme des vauriens, qui les traite comme des Kleenex. Ils les utilisent et les jettent. Donc c'est incroyable, incroyable. Mais pour moi, je crois que connaissant bien la nature et la structure de ce régime-là, je vais dire que la négociation, c'est impossible, mais il faut pas perdre la confiance dans les établissements internationaux. Donc, il faut poursuivre ce que l'ONU décide parce qu'ils sont nul n'est... Dans le droit international. D'ailleurs, Robert Malley, qui a été conseiller auprès des présidents américains Barack Obama et Bill Clinton, avait assuré que le président Trump s'était distingué par sa politique du troc, une sorte de marchandage où les transactions sont faites non sur le plan des valeurs, mais sur le plan des intérêts matériels, et que la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange d'une normalisation entre le Maroc et Israël, n'a pas de sens et que cela avait un impact négatif sur le dossier du Sahara occidental et même pour l'image des États-Unis qui sont censés défendre les droits des peuples opprimés et surtout que c'est inscrit dans l'agenda des Nations Unies comme un peuple non autonome. Cela porte préjudice même aux États-Unis, cette position. Les États-Unis ont perdu cette image pendant la présidence de Trump. Donc, il insultait des autres pays, il insultait des peuples. Même pour les loteries, le visa de loterie, il a dit je préfère que les gens viennent du Norvège et de la Suède, alors qu'ils viennent il a même appelé des noms que je peux pas dire dans cette émission. Oui. Et franchement, devant des journalistes. Donc c'était une période noire de l'histoire des États-Unis. Je dis pas que les autres présidents étaient des anges, mais c'était une période noire que Joe Biden maintenant, il est en train de
c'est son premier jour en office. Il est en train d'essayer de nettoyer un petit peu derrière. C'est plutôt nettoyer derrière parce qu'il il a laissé des déchets politiques derrière lui, Trump. Parce qu'il y a des gens qui... les gens au Maroc, depuis cette Twitter, Trump, c'est un président bien, c'est un président juste, mais ils n'arrivent même pas à comprendre que c'était une farce parce que ce que le président Trump il a écrit donc sur son Twitter, on le connaît au moins depuis 2016 et ça a été refusé par l'ONU. C'est pas le président Trump qui va décider ce qui se passe dans le Sahara occidental. Donc, c'est clair et net que c'était un truc pour normaliser avec l'Israël d'un côté et pour le régime marocain qui est en train de se faire retrouver une nouvelle protectorat parce que c'est un régime qui, à chaque fois qu'il y a une colère populaire, que sa légitimité est à moins de zéro, il va chercher le protectorat. C'est comme ça qu'en 1912, on a eu les Français, c'est comme ça et même avant eux, il y avait les protégés. Les protégés, c'était un truc de protectorat. Depuis que les Britanniques ont décidé, on avait la conférence de Madrid, la première, 1881, non, je crois que c'est juillet 1880. Ils ont décidé que cette dynastie doit être protégée, on va l'utiliser pour créer des problèmes. C'est le même régime qui a créé des problèmes pour l'Algérie, pour que l'Algérie soit atteint son indépendance. Il a même éliminé l'armée de libération du Maroc qui était amie, parce qu'elle était amie avec le Front National de Libération en Algérie. Monsieur Msirdi, il a été assassiné. Snaji, il a été affamé. Leurs fils, leur famille, maintenant, on n'entend plus. On a des noms sur des boulevards, des noms de colonialistes, alors qu'on n'a pas un boulevard nommé Msirdi, un boulevard nommé Snaji pour les célébrer. Donc, malheureusement, ils ne doivent pas céder, ils doivent combattre, mais en même temps, ils doivent, parce que c'est une nécessité, ils doivent combattre plus sur le plan politique que sur le plan militaire. Ils doivent se conformer, justement, ils doivent se conformer avec la politique internationale, avec l'ONU, ils doivent avoir plus d'amis. Il ne faut pas qu'ils soient... parce que il y a un soutien international. Je crois qu'en Afrique, ils ont le soutien en Afrique. Oui, il y a la Namibie qui a soutenu ils ont un soutien en Afrique. C'est l'Union africaine qui peut apporter un changement aujourd'hui pour la cause sahraoui si elle devait réellement s'en tenir à son agenda, puisque le peuple sahraoui, le Sahara occidental, fait partie des fondateurs de l'Union africaine. Aujourd'hui, le Maroc est revenu à son adhésion au sein de l'Union africaine. Il y a un litige un peu au sein de ces pays, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine peut être une solution pour le peuple sahraoui? L'Afrique est en train de changer. L'Afrique, ce que pendant les dernières décades, 15 ans, 20 ans, depuis 2000, depuis le début du 21e siècle, je vois que Ghana est en train de faire des progrès, la Nigeria est en train de faire des progrès, des pays qui sont en train de créer des économies fortes. Et je crois que si le problème en Afrique, c'est que la plupart des pays africains ne sont pas encore vraiment dépendants et c'est notre problème. Donc, s'il y a l'intervention des pays forts dans ces pays, dans la politique de ces pays, je vois pas ce qu'ils peuvent faire pour le peuple sahraoui, sauf attendre que l'ONU trouve une résolution. Donc, mais oui. je crois que l'Afrique, les pays africains, ils sont en train de faire du progrès. Donc, dans les prochaines 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. On ne sait pas où ça va être. Mais moi, je suis optimiste. Je suis contre le pessimisme. Parce que sans espoir, on perd la vie. Donc,
Oui. Si j'étais pas optimiste, j'aurais arrêté de lutter pour le peuple marocain parce que c'est la même situation pour le peuple marocain. C'est pas différent. Le peuple marocain, le peuple sahraoui, que moi je considère même peuple, c'est la même situation. Le peuple marocain a été opprimé, volé, violé. Il a souffert de toute forme d'oppression sous ce régime. Et dans un pays qui peut faire nourrir un continent, on a 2,7 millions de gens qui sont malnutris, qui souffrent la malnutrition. Dans un pays qui a des barrages, qui a les agriculteurs, les fermiers, ils sont toujours en espoir de voir la pluie. Les gens, ils attendent la pluie, alors qu'il y a des barrages qui coûtent trop cher pour les fermiers, pour les pauvres fermiers, de payer pour utiliser l'eau. Ce que je veux dire, c'est que c'est le peuple marocain et le peuple sahraoui, ils vivent la même situation. Je veux dire que de l'extérieur, ça peut paraître différent, mais de l'intérieur, on a des gens qui vivent dans les bidonvilles qui n'ont rien, qui n'ont aucune condition de vie, là, ni eau potable, ni. Aujourd'hui, le Royaume marocain préfère peut-être investir dans le lobbying, la désinformation, justement, la pression internationale que le développement. Le satellite, le TGV, le peuple marocain, il est en train, il a besoin de choses basiques. On a besoin de bonnes écoles, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de l'infrastructure pour développer l'humain. On n'a pas besoin de plus haut tour, le plus grand TGV, le plus rapide TGV, un satellite. Ce sont des trucs que le roi fait pour son propre bien, parce que lui, il est dans le commerce du télécom. Donc, pour lui, cette satellite est important. Il a des gens qui viennent faire de business à Marrakech. Donc, le TGV est une bonne idée, je crois, si on peut atteindre Marrakech un de ces jours avec le chemin de fer. Mais le peuple marocain, il souffre autant que le peuple sahraoui pour la marginalisation, pour la perte de dignité, pour l'oppression. Sauf que le peuple sahraoui, au moins, il est en train de lutter. Le peuple marocain, il lutte de temps en temps, mais sans être unifié. Quand le RIF, il criait, le peuple, il était un spectateur. Le reste du peuple, il regardait. On attend ce que ça va donner. Mais il a donné, ça va donner 20 ans pour le pauvre Zefzafi, 10 ans pour le pauvre Jelloul, 15 ans pour le pauvre Hamjir. On est un pays dans le 21e siècle. On a des centaines de détenus politiques. Bien sûr, avec des crimes non politiques, mais on sait que ce sont des détenus politiques. Donc, je ne vois pas comment les États-Unis, un pays qui se vante pour la démocratie, pour la liberté, pour l'égalité, pour la constitution de M. Jefferson, la constitution de M. James Madison, ces grands noms, les fondateurs, Abraham Lincoln qui a émancipé les esclaves. On supporte un régime qui est totalement sanguinaire, qui est un régime qui nous rappelle des temps passés. C'est pas feudal, c'est des trucs à ne pas croire ce qui se passe au Maroc. Alors, M. Kamel Farsi, on arrive un peu au terme de cette émission. Vous dites que vous êtes optimiste, que vous n'êtes pas pour la lutte armée, même si le peuple sahraoui a dû reprendre les armes aujourd'hui pour défendre sa cause. Mais pour vous, il faut reprendre les négociations sur le plan politique, mais sans compter sur le Royaume marocain. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut revoir les termes de négociation? Définitivement, oui. Les négociations qui, depuis 1991, je crois, c'était quand ils ont décidé de curfew, ça, je peux cesser les armes ou baisser les armes, je ne me rappelle plus, mais cessez-feu, justement, cessez-feu. Donc, depuis 1991, les négociations n'ont pas été sérieuses parce que ils ne veulent pas que cette affaire
soit réglée. C'est tout simplement. Donc, il faut les forcer à la régler. Et pour les forcer à la régler, je crois pas qu'il y a une solution paisible. Donc, je ne suis pas contre le fait que le Polisario, le peuple sahraoui, a décidé de prendre les armes pour se défendre, parce que se défendre, c'est un droit humain, je crois. Tout le monde a le droit de se défendre. Les États-Unis, dans leur constitution, ils ont le Second Amendment, le deuxième amendement, qui leur donne le droit de se défendre avec des armes, contre leur gouvernement. Si leur gouvernement il est contre leur bien, il fait des choses qui sont contre leur bien-être, leur intérêt. Donc ils doivent pas renier ce même droit pour le peuple sahraoui, mais pour éviter on ne veut plus voir de sang, on ne veut plus voir des gens mourir comme ça. Pour éviter cette situation sanguinolente et pour éviter le pire, il faut négocier sur des bases qui sont réelles. Et c'est tout simplement, c'est simple. Il faut donner à ces gens la chance, l'opportunité pour qu'ils décident leur autodétermination, pour qu'ils décident leur vie eux-mêmes. Et c'est tout simple. C'est tout simple. C'est ce que nous espérons aujourd'hui, que le peuple sahraoui arrive en tout cas à organiser ce référendum d'autodétermination tant attendu et tellement cher à la cause sahraoui. Merci, Monsieur Kamel Farsi, d'avoir participé à notre émission et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes un opposant marocain installé maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.